Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents à ce débat qui s'annonce passionnant puisqu'il va aborder la question environnementale de l'aviation, une question qui suscite des débats passionnés depuis quelques mois en France et en Europe. Représentant 2% environ des émissions de CO2 mondiales, le transport aérien est en effet accusé d'être un gros pollueur et de ne pas contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sentiment ne cesse de se développer en Europe, en France en particulier, et se manifeste par des appels au boycott, des appels à taxer le kérosène, des appels à supprimer des lignes aériennes en France sur le réseau domestique. Pourtant, l'aviation au sens large, constructeur, exploitant, un peu toute la communauté, est un secteur qui se mobilise pour réduire son empreinte carbone. Je sais qu'il y a débat sur ce point, mais on l'abordera. Il se mobilise déjà parce que la performance environnementale est un corollaire de la performance économique. La cherté du prix du kérosène, son poids dans la structure des coûts des compagnies aériennes et surtout l'environnement ultra concurrentiel dans lequel elles baignent les oblige les compagnies à acheter des avions les plus efficaces possibles. Une demande à laquelle ont répondu les avionneurs et leurs fournisseurs qui n'ont cessé d'améliorer la consommation de carburant des avions, consommation qui peut atteindre aujourd'hui pour les plus efficaces d'entre eux moins de 2,1 litres par passager, kilomètre par passager. Mais ceci est insuffisant. La croissance du trafic aérien est telle, il double à peu près tous les 15 ans, que les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter. Selon un chiffre de la Commission européenne qui cite l'OACI, si rien n'est fait, elle pourrait bondir de 300 à 700% d'ici 2015. Pour y remédier, les compagnies aériennes ont pris l'engagement de stabiliser les émissions entre 2020 et 2035, de stabiliser en compensant les émissions qui dépasseront le niveau de 2020, c'est le fameux système Corsia, puis de diminuer de moitié d'ici à 2050 par rapport à 2005. Cet engagement est colossal, si l'on songe qu'entre ces deux dates, le trafic aura probablement été multiplié par 8, ou par 7, à 16 milliards de passagers, et que la flotte mondiale aura triplé, voire quadruplé. Plus d'avions, moins de pollution, mission impossible, c'est donc le thème de notre débat cet après-midi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Gill, qui est directeur des affaires environnementales de IATA, et également directeur exécutif de l'ATAG. Stéphane Cueil, au centre, qui est président du CORAC et directeur de l'innovation et de la recherche et technologie du groupe Safran. Et Philippe Marchand, à ma gauche, qui est l'ancien directeur bioénergie de Total depuis quelques semaines à la retraite et qui travaille aujourd'hui en tant que président du groupe distribution, alors c'est un peu long, distribution et utilisation des biocarburants pour la plateforme européenne European Technology and Innovation Bioénergie, qui conseille, c'est ça qui est très important, la DG Recherche pour les biocarburants, donc la Commission européenne. Première question, Michael Gill, question générale. Quel regard portez-vous sur tous ces mouvements d'appel au boycott de l'aviation, à taxer le transport aérien? Êtes-vous inquiet? Merci Fabrice, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être parmi vous pour ce sujet très très important et comme vous avez dit, un sujet très d'actualité. Je vais me permettre de parler dans ma langue maternelle. Am I worried about this? I think you have to distinguish two things. Firstly, the anti-aviation movement and then the focus on taxation. Looking at the anti-aviation movement, I'm not worried by that in the sense that I think it's an entirely legitimate movement. I think it's entirely legitimate that as a society we're asking ourselves questions. How do we as a society move towards respecting the targets set out in the Paris Agreement? I think it's actually quite a positive thing that you have a new generation who is willing to challenge itself on its own behaviors. It's also willing to challenge businesses on what they're doing. And I think aviation is just the same as any other area of economic activity, rightly being asked the question, what are you doing to reduce your environmental impact? So I'm not worried about it. On the contrary, I'm quite inspired by it because I think that we do have an extremely positive story to tell. We've heard it referred to on a number of occasions throughout the course of today. The engagements, the commitments that the industry's taken have actually brought us a very long way. And we have a good story to tell. It's just how do we engage with this new generation that's asking itself these questions.
The issue of taxation is slightly different. That's a political choice. Governments are taking a seemingly easy political choice because it is an easy vote winner, but we always have to be aware of the law of unintended consequences. Green taxation does not bring any environmental benefit. It only makes aviation more expensive for everybody, brings us back a generation where air travel was something that only the rich could afford. So we have to be very careful about that. Stéphane Cueil, je sais pas, prenez un micro. Donc, même question, qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements? Est-ce que vous êtes inquiet sur votre activité si demain il y avait une baisse du trafic ou un ralentissement de la croissance du trafic aérien? Comme le dit Michael, c'est normal que nous soyons challengés, comme tous les secteurs. Globalement, le réchauffement climatique, c'est un fait, c'est une donnée pour nous. Donc ça ne fait que renforcer les efforts que nous faisons pour nous projeter vers les objectifs que nous sommes fixés et qu'il faut absolument atteindre, de réduction des émissions à l'horizon 2035, à l'horizon 2050. Et je dirais même qu'aujourd'hui, on en est au stade où on doit se dire qu'on doit avoir une vision ultime de zéro émission nette pour l'aviation. Donc globalement, c'est un aiguillon. On peut constater que dans ce débat, il y a aussi des jugements de valeur, donc ça c'est un peu moins agréable, je dirais, sur la valeur de voler. Donc là, il est important aussi de dire que ce n'est pas juste un business et que c'est aussi une question de savoir dans quel monde on veut vivre, tous les bénéfices qu'apporte l'aviation, y compris des bénéfices environnementaux, l'absence d'infrastructures. Donc je pense qu'on aura besoin de muscler ces arguments pour qu'on ait un débat qui soit certes légitime, mais en même temps sur des bases qui soient un petit peu égales dans les arguments. Mais pour le reste, ça ne fait que renforcer la motivation que nous avons, qui a été là dans le passé, d'améliorer la performance énergétique et d'aller vers le respect de nos engagements et le zéro émission à plus long terme. On y viendra. Monsieur Marchand, est-ce que vous pouvez... Il y a plusieurs micros en fait. D'abord, bonjour à tous et à toutes, et puis merci à la tribune de m'avoir invité. Je pense qu'il est effectivement extrêmement important que ce débat puisse avoir lieu, transport aérien et environnement, de façon justement à un peu arrêter cette émotion qu'on entend de plus en plus ces derniers temps. Il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas nier sur le fait qu'il y a un certain nombre d'activités humaines où il faut se poser la question de la soutenabilité. Donc, que le transport aérien, on en parle, ça n'est rien d'étonnant. C'est tout à fait normal. Maintenant, la vraie question, c'est on ne peut pas nier quand même que le transport aérien a fait d'énormes efforts pour réduire ses consommations d'énergie, donc ses émissions de CO2, depuis de nombreuses années. Enfin, au point de vue, par exemple, de l'efficacité des moteurs d'avion, enfin, Stéphane en parlerait certainement beaucoup mieux que moi, il y a eu quand même des réductions d'émissions absolument considérables. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer cette information très technique, finalement, à monsieur tout le monde et faire en sorte de pouvoir combattre l'aspect émotionnel qui est le transport aérien, c'est pour les riches, c'est pour partir en vacances, à pas cher, etc., etc. Donc, je crois que notre véritable sujet aujourd'hui, c'est comment être audible, comment être crédible. Et l'une des pistes qu'on peut avoir là-dessus, par exemple, la compagnie aérienne finlandaise, Finnair, l'an dernier, a fait une enquête auprès de ses clients qui montrait qu'effectivement, les gens étaient tout à fait prêts à compenser leurs émissions de carbone, mais à partir du moment où ils étaient sûrs que quelque part, l'argent qu'ils mettaient, le surcoût qu'ils mettaient dans le billet d'avion, allait bien aller dans cette compensation carbone et non pas alimenter les caisses d'un État de manière générale. Donc, là, il y a un aspect visibilité. Au-delà de la crédibilité, il y a aussi l'aspect visibilité de ce qu'on fait. On y viendra tout à l'heure sur ce point. Michael Gill, les objectifs de compensation puis de réduction des émissions, donc fixés par IATA, stabilisation puis baisse de moitié d'ici à 2050 par rapport à 2005, sont-ils vraiment réalisables? Je vous dis ça hier, je pense que tout le monde a dû voir la une de la tribune. Nous, on est allé plus loin que le thème du débat, on a dit c'est possible. Et il y a eu un débat au sein de la rédaction, en gros, vous écrivez n'importe quoi. Donc, pensez-vous vraiment que c'est réalisable quand on voit l'ampleur de la tâche? Vous allez dire oui, forcément, mais... First point, I think it's important to underline, those are not just commitments made by the airline industry. These were made by the aviation sector under the banner of the Air Transport Action Group ATAC back in 2008. So they're made by airlines, airports, ANSPs,
manufacturers. And I think it's really significant. How often do you see a conference, how often do you go to a meeting where you have Boeing and Airbus, Safran Rolls-Royce, Heathrow, Schiphol, and EDP, United and Air France saying the same thing, the same position, the same commitments, the same willingness to achieve the objectives that they set. It's a unique configuration, and it's what makes us believe that we are going to make it to that commitment. Those commitments weren't thought up from nowhere. They were the result of work with a series of experts. It's a continual work that we're doing within the aviation community to make sure that we have a clearly defined roadmap to how to get to particularly the 2050 objective. So yes, I think they're realistic, and the reason I think they're realistic is because we're already meeting the short-term commitment that we made for 1.5% fuel efficiency improvement per annum. We're meeting it by quite some way. At the moment, we're a rolling average of around 2.6% since 2009. Just looking back from 1990 to today, average fuel efficiency has improved by 50% per passenger. So the two important points from me as to why these are realistic. Firstly, we made the commitments and we're achieving them. And secondly, this is an issue where the entire industry is completely united. It's not a competitive issue, it's a collective issue all about our sustainable future. Quels sont les principaux obstacles selon vous? Est-ce que c'est le manque de soutien public parce que des décisions publiques doivent être prises sur le traffic management, l'air traffic management, sur le financement des biocarburants? Il y a plein d'éléments pour lesquels l'État et les États ont un rôle à jouer. Est-ce que c'est le principal obstacle? Est-ce qu'il y en a d'autres? Quels sont, selon vous, les obstacles qui pourraient empêcher d'y arriver? I think there's a short-term political obstacle, and it's the successful implementation of the famous CORSIA agreement that you mentioned. If CORSIA is not allowed to come into force successfully, if it's not allowed to deploy its effects so that the public can see the environmental effectiveness of that as a policy measure, if it's a stillborn baby, that would be a huge disappointment for everybody, and it would set us back as an industry years, if not decades, in our attempts to influence the environmental debate. We have to have governments fully behind it. We have to have as many states volunteering to participate in CORSIA in its early years. We need uniform implementation of the technical standards of CORSIA. Here in Europe is a particular concern, but also in other countries in the world. If that doesn't happen, then yes, I think we have a serious problem as to how we achieve our long-term objective. So CORSIA implementation is the short-term priority, it's the potential risk. The second one is, it goes back to what I said earlier. If we are not successful in convincing this whole generation of passengers who are today wondering whether or not aviation is a good thing, whether or not they want flying to become part of their day-to-day lives, if we lose that generation today, we lose them forever, and then I think we're going to see aviation as an industry again becoming something only for the rich. We lose the economic and the social benefits that we all know well about and that aviation's brought to the world. And I think that's really the other major obstacle, and it's a communications obstacle. It's making sure that the people out there, our future passengers, understand exactly what it is we're doing as an industry. Stéphane Cueil, on parle beaucoup d'aviation électrique pour arriver un jour à diminuer les émissions, voire à les supprimer totalement. Est-il raisonnable de l'envisager un jour dans l'aviation commerciale d'ici à 2050, donc d'ici à l'objectif fixé par les compagnies? Et quels sont les défis à surmonter? Alors la question précise, aviation commerciale d'ici 2050, probablement non. Alors, je dis probablement parce qu'il peut y avoir des révolutions scientifiques, mais aujourd'hui sur l'avion électrique, quand je dis électrique, c'est utilisant des batteries, stockage électrique, globalement on a un paramètre fondamental qui est la distance qu'on veut parcourir en avion, qui en fait détermine la quantité d'énergie à emmener. Et donc plus on va loin, plus la quantité d'énergie est importante. Et là, on a un furieux problème qui est que la densité énergétique des batteries actuelles est à 60 fois moins bonne que le kérosène, ce qui se compense en partie par le rendement des machines électriques qui est meilleur, mais seulement d'un facteur 2. Mais en contrepartie, le kérosène disparaît en vol et l'avion s'allège alors que les batteries, on les garde. Donc au final, avec ces chiffres-là, on est condamné à des distances très 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 courtes.
Et si on extrapole les valeurs les plus ambitieuses que les laboratoires spécialistes des batteries nous donnent, on n'arrive pas pour autant à des distances raisonnables pour des avions de taille de l'aviation commerciale. Donc, en fait, pour que ça puisse arriver et qu'on soit en tout électrique sur l'aviation commerciale, pour des vols de 1000 km ou au-delà, je rappelle que 80% des émissions de CO2, c'est les vols supérieurs à 1500 km, donc ça montre un peu l'ampleur. Il faudra une révolution scientifique, c'est-à-dire une découverte complètement majeure qui remet en cause ces ordres de grandeur. Bon, pour autant, il y a des applications d'aviation électrique ou hybride. On peut mélanger de la batterie avec une part d'énergie thermique. Et ça va concerner plutôt des applications petite distance et petite taille d'avion. Là, il y a des nouveaux usages, donc ça va arriver. Mais pour arriver jusqu'à l'aviation commerciale, il faudra vraiment quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui dans les cartons. Donc ça veut dire que la question ne doit pas être « je dois électrifier l'aviation commerciale par analogie avec ce qui se fait au sol sur les voitures ». Ça ne marche pas sur l'aviation parce qu'on a le problème de la masse. La question qui doit être posée à l'aviation, c'est comment vous décarbonez. Et la solution pour décarboner doit être adaptée à l'aviation. D'accord. Justement, est-ce qu'il est quand même possible, quand vous dites on ne peut pas aller jusqu'à l'aviation commerciale, on entend quand même des projets ci et là d'avions régionaux, certains disent 50 places, d'autres 200 places, donc disent-ils n'importe quoi ou il y a quand même une possibilité Question piège. Hein. Pas du tout. Non, mais tout est à faire. Comme je l'ai dit, si on veut être en tout électrique, on va être sur des très courtes distances. Après, si on accepte d'être en hybride, c'est-à-dire d'avoir un mélange de batterie et de propulsion thermique, on peut aller sur des plus longues distances. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce que j'ai un gain net ? J'ai un avion plus lourd, il a une part d'énergie qui est de sa consommation qui est zéro émission, mais est-ce qu'au global, je gagne ? Donc là, la réponse va dépendre, effectivement, de la taille de l'avion et de la distance. Donc, est-ce qu'on peut aller jusqu'au régional à l'horizon 2030 en hybride ? La réponse est probablement oui. Quel est le gain qu'on va avoir ? C'est là la question. Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 20%? Ça ne sera pas 50%, ça ne sera pas 80%. Donc en fait, la réponse, c'est oui, c'est faisable, mais les gains seront plus ou moins intéressants. Justement, vous avez évoqué le 320 tout à l'heure, le successeur du 320 du 737, c'est vraiment l'enjeu pour réduire les émissions et pour l'avion électrique. Si j'ai bien compris, le successeur de ces avions ne seront pas donc électriques, on les estime alors à 2035, peut-être avant, peut-être après. Est-ce qu'on peut imaginer un avion hybride et si oui, avec quel taux d'hybridation ? À cet horizon-là, le taux d'hybridation sera très faible. Vraisemblablement, on pense que ça sera plutôt de l'assistance aux moteurs principaux. Et donc on aura un avion plus électrique, puisque les tendances de fond sur tout ce qui est énergie à bord, aller vers du plus électrique pour optimiser globalement le fonctionnement du moteur, qui est la source d'énergie. Ça, oui. Assister le moteur avec une petite part d'électricité, probablement oui aussi. Ça peut être même nécessaire pour aller à des formes de moteurs très avancées. Par contre, avoir une part significative de l'énergie utilisée pendant le vol pour la propulsion qui soit électrique, non, on restera à quelques pourcents. Et au final, quel objectif de réduction de consommation visez-vous sur ces futurs avions, donc l'horizon 2035 ? Je pense à ces horizons-là, on peut tabler raisonnablement sur un chiffre entre 20 et 30%. Donc sur les moteurs, on visera à 15% comme tout changement de génération. Évidemment, c'est compliqué, c'est sur quoi tout le monde travaille. Et en ajoutant ce qu'on peut faire sur l'avion et sur l'électrification du non-propulsif, on doit pouvoir atteindre entre 20 et 30% de gains. Voilà. D'accord. Donc des avions qui pourraient consommer 1,5 litre, 1,6 litre. Oui, alors on considère que sur la technologie pure, je pense que peut-être pas à 2030, mais un peu au-delà, imaginez aller à 1 litre, ou plutôt 1 kg de kérosène par passager, 100 passagers kilomètres, enfin passagers 100 km, pardon. À long terme, ça semble accessible. Par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que on aura divisé par 2, et il reste un chemin à parcourir, et donc ça veut dire que le chemin à parcourir, lui, il passe forcément par la décarbonation du carburant. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire des gains d'efficacité énergétique encore très importants. Il y a du potentiel sur la propulsion comme sur l'avion, avec une part d'électrification croissante, mais que à la fin, le carburant sera clé.
Bon, justement, on y vient, c'est une façon élégante de passer la balle à Philippe Marchand. Le développement des biocarburants est effectivement crucial donc, pour atteindre les objectifs de diminution de CO2. Ça fait à peu près 10 ans ou 9 ans que Virgin Atlantic a fait son premier vol test avec du biokérosène sur un de ses 4 moteurs, c'était un 747. Aujourd'hui, il ne représente que 0,04% de la consommation mondiale. Pourquoi un taux aussi faible? Pourquoi le biocarburant n'arrive pas à percer dans le transport aérien? Pour répondre à ça, d'abord, il y a une certitude que je me suis forgée depuis le temps que je travaille sur les biocarburants au sein de Total, c'est que les biocarburants, en termes de coûts de production, seront toujours structurellement plus coûteux à produire que les carburants d'origine fossile. Et on peut au moins donner 2 raisons pour ça. La première raison, c'est que les carburants d'origine fossile, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz, ils ont été fabriqués par Mère Nature à partir de la biomasse pendant des millions d'années et gratuitement. Alors que nous, pour les biocarburants, on essaye de faire la même chose. On part de biomasse, on essaye d'arriver vers un contenu énergétique très dense, sous forme liquide, parce que c'est à partir de ça que se sont développés les moteurs à combustion thermique, les turbines. Et là, on essaye de le faire dans une durée très courte, avec des coûts d'investissement dans les usines de transformation, parce que c'est quand même pas évident de le faire comme ça de façon très courte, puis avec des coûts opératoires. Donc on aura toujours un surcoût structurel. Et ça, effectivement, on a entendu beaucoup ces dernières années le fait qu'il fallait aller vers une compétitivité des biocarburants avec les carburants. Moi, je n'y crois pas du tout. À partir de là, la deuxième raison aussi qu'on peut évoquer, c'est que les conséquences de l'utilisation des carburants et des combustibles fossiles au niveau de l'humanité, aujourd'hui, elles ne sont pas encore connues. Et donc, ce qu'on appelle les externalités négatives, on ne sait pas bien les chiffrer. C'est tout l'enjeu du prix du carbone que certaines réglementations veulent mettre au niveau d'une taxe carbone. Donc, quand on met tout ça ensemble, on dit biocarburant plus cher que carburant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des biocarburants aujourd'hui dans le monde? Principalement dans le transport routier. Tout simplement parce qu'ils sont supportés par des réglementations nationales. Parce qu'effectivement, une réglementation dans le routier, ça se conçoit au niveau d'un pays, au pire d'une région, mais principalement d'un pays. Et donc, aujourd'hui, si on supprimait ces réglementations pour les biocarburants routiers, les biocarburants, on arrêterait d'incorporer tout de suite. Comme le transport aérien est de nature internationale, effectivement, imaginez qu'on puisse avoir une réglementation internationale pour incorporer des biocarburants, on imagine que c'est quand même un petit peu plus difficile à faire, parce qu'il y a quand même 191 ou 192 pays à convaincre. Donc ça, c'est très difficile. Et ensuite, si on le fait au niveau national, effectivement, on risque de créer des problèmes de compétitivité d'un pays par rapport à l'autre, et donc de compagnies aériennes qui opèrent dans ce pays par rapport aux autres, comme l'a très bien expliqué Ben Smith dans l'intervention précédente. Du coup, comment peut-on faire pour développer les biocarburants alors? Parce que là, si vous dites, le prix, si j'ai bien compris, le prix restera toujours plus élevé. On parle de 2 à 5 fois plus élevé que le kérosène. Vous dites qu'en l'absence de réglementation internationale, donc d'un accord à l'OACI pour faire simple, ça ne marchera pas. Comment peut-on faire? Alors si on regarde à long terme, et si évidemment on part du principe qu'on aura besoin des biocarburants, comme vous le rappeliez, pour aller vers l'objectif de moins 50% en 2050 par rapport à 2005, il faut admettre qu'effectivement on aura un surcoût. Mais ce surcoût, il ne va pas arriver tout de suite. Il va arriver après une certaine période de transition. Donc, je crois que ce qu'il faut accepter aujourd'hui, c'est l'exemple, par exemple, qui nous vient des pays scandinaves, où la Norvège en premier, puis maintenant la Suède et la Finlande, ont commencé à adopter des réglementations qui mandatent, pour lancer l'activité biocarburant dans l'aviation, qui mandate une certaine incorporation. On est en train de parler de niveaux très faibles. Dans le cas de la Norvège, on est en train de parler de 0,5% en 2020. Mais bien sûr, après, ce taux d'incorporation, il montera. Le surcoût en tant que tel, il est quand même relativement faible. Ça va augmenter, en gros, si on parle de 0,5%, on augmentera avec les technologies les plus performantes d'environ 0,5% le prix du carburant.
Air France avait fait paraître publiquement il y a quelques années une analyse du coût du billet entre Paris et Nice, de l'ordre de 200 €. Il y avait 70% de redevances et taxes quand même dans ces 200 €. Alors que le coût du carburant, en général, toujours par passager, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Donc si vous augmentez de 0,5% 20 €, ça va augmenter de combien? Moins d'1 €. Donc on est en train de parler disons, de coûts incrémentaux très faibles. Et effectivement, ensuite, au fur et à mesure où l'incorporation de biocarburant augmentera, le coût du carburant, bien sûr, augmentera. Mais de toute façon, on est toujours à l'intérieur même de la variabilité aujourd'hui du coût du carburant, du fait de la variation du prix du pétrole. Donc, je pense que c'est une transition qu'il faut accepter, mais il faut la faire de manière acceptable. Et encore une fois, en expliquant bien les enjeux. Et je crois que ça, c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est expliquer, communiquer, éduquer sur le sujet. Michael Gill, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous répondez à Monsieur Marchand quand il dit que vous pouvez augmenter le prix du billet, même si cette hausse sera limitée dans un premier temps, mais quand on voit l'ampleur de la consommation, l'ampleur de vos ambitions, ça va être quand même des sommes énormes. Est-ce que vous pensez que je sais que les compagnies ne cautionnent pas le fait que le prix du carburant soit aussi élevé. Elles disent les pétroliers doivent faire des efforts, il n'y a aucun effort de compétitivité. Est-ce que vous partagez le point de Philippe Marchand en disant qu'ils ne peuvent pas baisser de manière structurelle? I think the real question is not what is the price differential, not who should pay for that price differential. It's how do we reduce it. And now, Philippe rightly says that we're never going to get to a situation of complete parity, certainly not in the short term. But I think we can get to situations where the price differential is so insignificant that airlines are willing to take that on board. And airlines are doing it. You know, you look at the carriers who have taken these ambitious long-term off-take agreements, United, KLM, Qantas, Cathay Pacific, many others. That's because they are finding a commercial interest in doing so. So there are situations, there are ways of structuring these agreements where the price differential gets reduced to a level where it's acceptable. But it's not just all on the airlines. The airlines have an important role to play in this, but there's also the key element of government policy. And I think I would agree that the prospects of having an international agreement under ICAO for a global mandate for sustainable aviation fuel is not realistic. I've given too many years of my life to getting the CORSIA agreement in place. I'm not really willing to start the same process of negotiation to try and get a global mandate. So we have to look at other policy measures. And there are a number of different ways in which local, national governments can promote the commercial deployment of sustainable aviation fuel. The third piece of this, and I'm not wanting to point the finger at Philippe's former employers, but there are a number of the traditional oil companies out there who we don't believe have yet got fully on board with this energy transition. And I think that's where we really need to push them to do that. Aviation has been a loyal and very profitable customer for these companies for many, many years. If they want us to continue to be so, to be that loyal customer, they need to get with us on this energy transition. But it needs to be through the use of sustainable aviation fuel, not continuing our reliance on heavy liquid conventional fossil fuel. Philippe Marchand, je reviens sur... Qui doit payer selon vous ce surcoût? Puisque vous avez abordé cette question, qui doit le payer alors? Le passager ne pourra pas tout encaisser, donc. Je dirais que la réponse courte à votre question, c'est pollueur égale payeur. Donc, s'il y a du transport aérien, c'est parce qu'il y a des passagers, donc logiquement, ça devrait être les passagers qui payeront. Mais d'un autre côté, encore une fois, à partir du moment où c'est expliqué et où on est dans une logique de transition et non pas d'un Big Bang, c'est-à-dire il ne s'agit pas de remplacer tout le carburant fossile par du biocarburant immédiatement, d'ailleurs on ne saurait pas le faire, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. Et encore une fois, je reviens sur l'enquête de Finnair, qui disait que les passagers finlandais étaient tout à fait prêts à payer une certaine compensation carbone à partir du moment où on leur démontrait qu'effectivement c'était bien fait et que ça allait dans le bon sens. Alors là, sur ce point, la ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne, ce matin, a quand même relativisé
en rappelant que les pays scandinaves étaient quand même les moins taxés d'une manière globale au niveau du transport aérien, et donc peut-être que c'est plus facile à accepter de payer un supplément en carbone. Voilà. Oui, mais ça, effectivement, je crois que Ben Smith a bien expliqué tout à l'heure qu'effectivement la France était un cas un peu particulier en termes de taxation du transport aérien. Bon, c'est un fait. Stéphane Cueil, justement, par rapport à cette augmentation des coûts des compagnies aériennes donc à venir, en tout cas des passagers, quelle contribution les avionneurs et donc vous, les motoristes, peuvent-ils apporter? De manière générale, on voit bien qu'il y a un sujet de transition. Bon, de toute façon, si on dit que le CO2 est l'ennemi, on ira vers de la valorisation du carbone. Donc, jusqu'à ce qu'on ait complètement transité vers des carburants décarbonés et qu'on ait des coûts de production qui soient les plus optimisés, il va y avoir une pression sur les compagnies aériennes qui va être liée à cette transition. Donc la question, c'est comment on accompagne ça au niveau des politiques publiques et vis-à-vis des passagers. Mais nous, notre job, c'est de faire en sorte d'offrir des solutions techniques sur les produits aux compagnies aériennes pour leur permettre de faire des gains par ailleurs. Donc il est clair que si on va vers des carburants qui sont intrinsèquement plus chers, on pourra discuter de combien, mais qui sont plus chers, le fait de réduire la consommation de carburant des avions, c'est d'autant plus important. Si l'accessibilité de la biomasse est un sujet, il faut qu'on consomme le moins possible pour faire les mêmes trajets. Donc ça, c'est un élément. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire si on doit mettre plus de technologie dans l'avion aussi pour qu'il consomme moins, ça veut dire qu'il y aura des coûts probablement de la technologie. Il faut qu'on arrive à trouver des leviers opérationnels pour les compagnies aériennes. Je donne un exemple, réduire l'équipage. On parle de single pilot. Un des enjeux du single pilot, c'est aussi de redonner de l'air aux compagnies aériennes économiquement pour qu'elles puissent encaisser ces chocs. Donc un certain nombre de sujets sur lesquels les constructeurs doivent travailler doivent donner de la performance économique aux compagnies aériennes pour le permettre d'absorber le coût de la transition énergétique qui devra être accompagné publiquement, mais il y aura forcément à un moment un coût de transition. Michael Gill, les biocarburants, dont certains sont critiqués parce qu'ils utilisent des plantes vivrières ou des terres qui auraient pu servir à l'agriculture. Pour vous, quel est le type de biocarburant qui serait souhaitable et en tout cas qui a le plus d'avenir selon vous? I think the very question of this illustrates the problem we identified at the start, which is a problem around communication, because we're still hearing this question raised. Are these fuels, alternative fuels, genuinely sustainable? Are they not competing for land use with food crop? We've moved on from that first generation of biofuels which were made from food crop, and none of the certified processes for aviation, the 5 internationally agreed certified processes, use anything but genuinely sustainable sources. The IATA member airlines in 2017 adopted a resolution which said that they would commit to only using alternative fuels from genuinely sustainable sources which don't deplete the Earth's natural resources. So I think from the industry perspective, it's absolutely clear. We're not talking about biofuels that we saw in the first generation when these were developed. We're only looking into the technologies which are genuinely sustainable. There are 5 approved pathways, as I said. I think all of them have merit, but clearly where there has been significant progress and where I think it's possible to create win-win situations is in the use of municipal solid waste, because there are many cities around the world who have genuine waste management problems. We have a method now to make aviation fuel from that feedstock, and you can create a situation where it solves both problems at once. That's the solution which, for example, British Airways is looking at in the UK, and a number of other carriers are looking at in other parts of the world. So, you know, we're somewhat feedstock agnostic, but I do think the potential for the MSW solutions are really quite exciting. Philippe Marchand, vous qui êtes donc spécialiste de la question, est-ce que c'est possible tout simplement de développer des biocarburants propres, donc qui ne concurrencent pas l'agriculture? Produire en masse. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'effectivement, en Europe, depuis 2009, on a une directive renouvelable dans laquelle les critères de durabilité sont déjà extrêmement exigeants. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour enlever l'émotion autour de l'acceptabilité des biocarburants. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, ça pourrait durer très très longtemps. Mais
c'est quand même le sujet qui est important. C'est-à-dire qu'entre la matière première et l'utilisation finale dans l'avion, ce qui est important, c'est la durabilité de la filière. Et la durabilité, ce sont des critères quantitatifs, dans la réduction des émissions de CO2. C'est quand même pour ça qu'on met des biocarburants, c'est pour décarboner le carburant qui est utilisé. Et puis il y a des critères qualitatifs, ne pas utiliser, ne pas faire pousser par exemple des plantes sur des forêts ou sur des terrains qui ont un fort stock de carbone, s'assurer qu'on a une gestion de l'eau correcte. Donc il y a un certain nombre de critères et qui ont été, je dirais, très très sérieusement pensés. Bon. À partir de là, moi, je n'ai pas de problème pour qu'on favorise, au contraire, pour qu'on essaye d'aller de l'avant dans le cadre de l'économie circulaire et d'utiliser des résidus, des déchets, comme les déchets municipaux, par exemple, le projet de Fulcrum aux États-Unis. Moi, je trouve ça très bien. C'est très bien. On doit aller vers plus d'économie circulaire, on doit sortir de notre économie de production linéaire et aller vers une économie beaucoup plus circulaire. C'est très bien. Mais par contre, et ça peut très bien servir pour les faible taux d'incorporation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire pour le début de l'histoire des biocarburants dans l'aviation. Mais très vite, on va buter sur une question de disponibilité. Et à ce moment-là, on sera bien obligé d'aller chercher les matières premières ailleurs. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser l'utilisation des matières premières agricoles ou forestières. Je crois qu'il faut simplement les étudier de façon sereine, avec des critères de durabilité sérieux, et puis avec des organismes de certification sérieux qui permettent d'assurer qu'on fait les choses correctement. Je rappelle toujours, j'aime bien rappeler qu'effectivement l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, dit que jusqu'à la fin de l'ère pré-industrielle, donc jusqu'à il y a à peu près 150 ans, notre planète était tout à fait capable d'assurer les 4 F, food and feed, donc la nourriture pour les hommes et pour les animaux, pour les humains et pour les animaux, fiber, donc les matériaux, et fuel, le carburant. Et la planète faisait tout ça très très bien. On a eu un bref interlude de 150 ou 200 ans avec des énergies fossiles qui ont permis d'oublier l'aspect fuel venant de la terre, ou du moins venant de la production agricole et forestière. Et bien maintenant, on est peut-être en train de se dire que cette parenthèse enchantée, elle est en train sinon de se terminer, du moins d'avoir une transition vers quelque chose d'un petit peu plus complémentaire avec la planète. Et donc, moi, je pense que les progrès de l'agronomie sont tout à fait envisageables pour permettre que dans le futur, avec l'évolution de nos modes de consommation, avec l'évolution de la manière dont on se nourrit, par exemple, avec les progrès qui sont faits au niveau des plantes, avec peut-être la réduction de la consommation de viande, c'est aussi un des sujets à la mode, hein, même si ce n'est pas le sujet de notre débat, eh bien on arrivera à utiliser aussi des matières premières de type agricole et forestière pour fabriquer des carburants. Et pourquoi pas dans les avions, puisque vraisemblablement, les avions, c'est quand même l'un des derniers endroits où on sera encore obligé d'utiliser des carburants liquides, comme vous le rappeliez tout à l'heure. Donc, à partir de là, ne diabolisons pas, essayons de regarder les choses toujours dans une optique de transition et en expliquant et en démontrant qu'on fait les choses correctement. Stéphane Cueil, est-ce qu'un groupe comme Safran, qui investit beaucoup dans l'innovation, vous êtes un des plus gros, vous déposez chaque année des centaines de brevets, des milliers. Est-ce que, avec cette pression environnementale, vous êtes dit on va encore accélérer, on va augmenter notre budget innovation? Est-ce que c'est le cas? La réponse est oui, et on estime que 75% de l'argent qu'on dépense en recherche, donc je rappelle, c'est en autofinancement, c'était l'année dernière de presque 500 millions. Et on a affiché au marché que nous irions à plus de 600 d'ici 2022, donc c'est un investissement énorme. 75% c'est lié vraiment à ce sujet de l'environnement. Donc c'est fondamental. Et donc effectivement, il faut accélérer sur les voies traditionnelles. Nous avons exploré l'électrification, ce qui me permet de répondre à votre question. Travailler pour rendre possible un maximum de filières biocarburants qui sont absolument nécessaires dans l'équation et à relativement court terme. Donc ouvrir le champ des possibles, faciliter les qualifications, montrer qu'on peut les utiliser différentes filières rapidement dans les produits sans risque et à terme être capable de monter à des taux d'incorporation très élevés. Aujourd'hui, on est limité à 50%. Alors, c'est pas un problème, on en est très très loin, mais il faut avoir cette ambition. Mais nous considérons qu'il faut aller encore plus loin et regarder à long terme
D'autres solutions, fuel synthétique, pourquoi pas hydrogène. Donc ça, c'est des sujets à fort risque, incertains, mais qui doivent être regardés. Il faut avoir plusieurs fers au feu pour aller à long terme à cet objectif qui doit être zéro net, émission nette, ou proche de zéro. Vous pensez qu'on peut dépasser les 50% d'incorporation? Oui, il faudra. Après, il y a des solutions techniques à mettre en œuvre dans les avions. Il y aura la question de savoir si c'est faisable en rétrofit. Mais je pense qu'on trouvera des solutions techniques pour régler les problèmes de tenue, notamment du système carburant, qui sont la limitation actuelle. D'accord. Donc est-ce que sur la question du futur, excusez-moi de revenir là-dessus, mais c'est quand même un sujet important, du futur 320, donc du successeur du 737 et du 320, est-ce que vos moteurs, est-ce que vous allez travailler sur des moteurs capables, c'est ça, d'incorporer plus de 50% de kérosène? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, mais ça sera une décision à avoir avec les avionneurs, voir si c'est nécessaire à cet horizon-là. Mais c'est des sujets qui vont être travaillés dans les années à venir, effectivement, pour lever ces barrières. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on a fait volontairement court pour pouvoir passer aux questions avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez faire passer les micros? On a un petit quart d'heure pour des questions. Présentez-vous, madame, s'il vous plaît. Dominique Lazarski. Je représente les riverains d'aéroports européens. Et c'est très intéressant, votre débat, mais j'ai lu le titre de la table ronde était plus d'avions, moins de pollution, mission impossible. Alors c'est très intéressant, vous avez parlé de CO2, mais pas d'autres gaz à effet de serre, et pourtant il y en a. Et puis vous n'avez pas parlé de qualité d'air. La pollution, c'est également donc la pollution de l'air aux abords à proximité des aéroports, et puis donc notamment les particules ultra-fines, dont l'émission est particulièrement importante. Et on a des études récentes encore, très récemment là, qui viennent de montrer l'impact nocif sur la santé de ces particules, les oxydes d'azote, voilà. Alors, et les émissions donc, de gaz à effet de serre hors CO2. Oui, alors peut-être que ces messieurs voudront répondre. Je voulais juste préciser que ce matin, on a volontairement séparé la question des aéroports et des riverains de ce débat. Donc on voulait vraiment bien traiter les deux plutôt que de le traiter en quelques minutes sur un débat. Donc ce matin, je ne sais pas si vous avez assisté au débat qui s'appelait bruit, CO2 et je me souviens, emploi, une équation impossible pour croître. Donc il y avait les CEO des aéroports de Schiphol, voilà, de Heathrow, M. Arkwright d'ADP et M. Vincent Capocanella, le sénateur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ici on n'en a pas parlé. Après il y a effectivement d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais on a volontairement séparé les deux. Voilà. Quelqu'un veut... En parler, bon, globalement, oui, il est clair qu'un gaz à effet de serre, il y a des effets réchauffement climatique liés à l'aviation, il peut y avoir d'autres contributeurs que le CO2. Là-dessus, il y a les NOx potentiellement et les traînées de condensation. Il y a beaucoup de débats scientifiques sur l'évaluation, en particulier des traînées de condensation. C'est un problème très difficile. Les laboratoires progressent, il y a encore des barres d'incertitude importantes. Donc, on ne va pas rentrer dans le débat. Je pense que la tendance, c'est quand même de voir une contribution de ces effets-là qui est plus faible que ce qui était imaginé au début. Après, on peut choisir de prendre dans les études les versions les plus pessimistes. Néanmoins, c'est un sujet qui doit être travaillé. Et notamment, je parlais d'hydrogène. Alors là, on parle de long terme. Si on pouvait passer à l'hydrogène, la question se poserait de bien étudier l'impact d'émissions de vapeur d'eau beaucoup plus importantes. En contrepartie de CO2. Voilà. Bon, cela dit, le CO2 est dominant. Les NOx, c'est plutôt la qualité de l'air au sol qui va nous tirer. Donc ça, je vous confirme que nous évoluons vers des standards de plus en plus sévères sur les NOx. Il y a des solutions au sol sur lesquelles Safran travaille, notamment le taxiage électrique, qui peut être combiné avec des sources zéro émission au sol, qui aura un impact important au taxiage. Et ça reste des enjeux techniques. Simplement, nous avons focalisé sur le CO2, qui est quand même l'enjeu existentiel, j'allais dire, pour tout le monde, et en particulier pour l'aviation. Mais vous inquiétez pas, nous ne perdons pas le focus sur le bruit et les autres sources d'émissions.
Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur au milieu. Nicolas Imbert, le directeur de Green Cross, l'ONG de Gorbatchev et Cousteau. En vous entendant tout à l'heure sur les agrocarburants, je me disais qu'il y avait énormément de similitudes entre le transport maritime et l'aérien. Le besoin de puissance à deux moments particuliers qui sont le début et la fin, le décollage et l'atterrissage dans votre cas, la possibilité d'avoir un mix où on incorpore des agrocarburants dans des carburants traditionnels afin d'évoluer à autre chose et de faire de l'incrémental, et le fait d'investir pour du temps long. Il y a une semaine, avec le transport maritime, on a beaucoup insisté sur le fait d'utiliser les ports, mais peut-être les aéroports, comme des sources de production de carburant local. Je pense aux algocarburants, à tous les carburants à base d'algues qui peuvent capter du CO2. J'aurais envie de vous entendre sur ce sujet et de vous entendre aussi sur un deuxième sujet qui n'est pas aussi anecdotique qu'il n'y paraît, c'est la question des compagnies aériennes et de la sortie du plastique. Aujourd'hui, le plastique à usage unique est devenu socialement inacceptable et de l'ONU jusqu'au niveau local, on se rend compte qu'on a des plans de sortie du plastique qui sont particulièrement importants. Et pourtant, très souvent, les airlines, et en particulier, je pense malheureusement à Air France, ont une vision du plastique dans la restauration qui va à contresens de l'histoire. C'est l'un des rares endroits où on peut encore avoir des pommes qui sont emballées dans du plastique ou des pailles en plastique qui sont emballées dans un emballage en plastique. Donc il y a vraisemblablement un quick win qui pourrait être atteint très rapidement par des engagements et des plans d'action. Qui veut répondre à la... Juste pour Air France, ils ont annoncé un plan de suppression du plastique la semaine dernière. Voilà. Il commence. Moi, je veux bien parler sur les algues parce qu'effectivement, c'est vrai que pour moi, ça représente une des matières premières du futur. Pourquoi du futur? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le modèle économique pour arriver à récupérer la partie énergétique de l'algue de façon économique. Et aujourd'hui, quand vous parliez tout à l'heure, Fabrice, de 2 à 5 fois le prix pour les biocarburants par rapport aux carburants d'origine fossile, donc on sait faire aujourd'hui 2 fois à peu près pour les technologies les plus matures. Quand on est en train de parler d'algues, on est en train de parler 10 fois. Parce que les algues, ça pousse dans l'eau, il faut pouvoir éliminer l'eau de la matière première qui nous intéresse, c'est extrêmement énergivore, donc on n'a pas encore trouvé le bon modèle. Néanmoins, moi je suis convaincu que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, les algues seront une des matières premières intéressantes pour produire des biocarburants. Et encore une fois, je pense que ce qui est important de voir dans tout ce qui est carburant alternatif et biocarburant notamment, mais on pourrait parler de la même façon des carburants de synthèse, c'est que contrairement au monolithisme apporté par les carburants d'origine fossile, que ce soit le charbon, le gaz ou le pétrole, où finalement, dans le monde entier, on peut faire à peu près les mêmes raffineries, les mêmes usines de transformation pour faire le produit final, dans le cas des biocarburants, on est vraiment en train de parler de solutions locales. Si vous êtes en Scandinavie, vous utiliserez les matières premières plutôt d'origine forestière, parce qu'il y a énormément de forêts dans ces pays-là. Si vous êtes au Brésil, vous utiliserez de la canne à sucre. Si vous êtes en Indonésie, vous utiliserez du palmier à huile. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais c'est vrai que ça peut être produit de façon tout à fait durable. Si vous êtes en Europe de l'Ouest ou aux États-Unis, dans les grands pays de tradition agricole, on peut très bien utiliser une partie des résidus agricoles. Et puis il y a tout le potentiel, bien sûr, comme on disait tout à l'heure, des déchets municipaux, où là il y a énormément de ressources disponibles. Donc en fait, il y aura une mosaïque de solutions au niveau de la production des carburants alternatifs. Et chaque pays, chaque région, même chaque ville, à la limite, pourra utiliser ses avantages compétitifs par rapport aux autres pour faire en sorte qu'ils produisent ces carburants alternatifs de la façon la plus économique possible. C'est quand même l'intérêt de tous de ne pas aller vers des surcoûts faramineux. Ce que ne peuvent pas faire les algues aujourd'hui. Par contre, sur le plastique, ça, je ne peux pas vraiment répondre là. Perhaps I can jump in very briefly on the issue of plastics. And again, I think this roundtable was very specifically intended to discuss the very critical issue of CO2 emissions. But single-use plastics is a key concern. And to listen to the question coming, one would have the impression that the airlines are not aware of this as an issue or are doing nothing about it. And I'd say that's quite the contrary. There are a number of airlines who have taken firm commitments with regard to reducing plastics. Etihad, Qantas, Air Canada, Air France, and I won't speak on behalf of Air France, but there are representatives in the room who I'm sure will explain to you in detail the commitments that one carrier has taken to reduce plastics from the aircraft. Now, what I would say is, again,
the law of unintended consequences. We have to be careful that when we remove plastic from our aircraft, which is an entirely good thing to do, that there isn't a knock-on effect on our CO2 emissions because we render the aircraft heavier because of the materials that we use to substitute that. So that's a key issue which we're looking at collectively across the industry, but we have to go at this carefully. But we recognize that it is a challenge. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur, au milieu, là, premier rang? Bruno Mouchet. Non, ma question, c'était sur l'échelle justement de surcoût de 2 à 5. Bon, elle a été partiellement répondue par monsieur Marchand. Mais donc, dans quel cas c'est plutôt à 2 et dans quel cas c'est plutôt à 5? Parce que c'est quand même assez différent. Je dirais que dans les 6 filières aujourd'hui qui sont certifiées au niveau international pour être utilisées dans n'importe quel avion, n'importe où dans le monde, au niveau des productions de biocarburants aviation, j'entends, vous avez des technologies qui sont très matures, avec des très bons rendements. C'est l'hydrogénation de tout ce qui est corps gras. Alors, les corps gras, c'est aussi bien des huiles végétales, des graisses animales, de l'huile de friture recyclée, etc. On peut trouver un tas, tout ce qui est corps gras. Ça, c'est une technologie très mature, très bon rendement. Donc aujourd'hui, on doit être capable de produire à peu près au niveau de 2 fois et demi le prix du fossile. Il y a des technologies qui sont beaucoup plus flexibles au niveau de la matière première. Donc par exemple, les procédés de gazification et synthèse, où là, vous pouvez pratiquement mettre n'importe quoi, y compris du plastique d'ailleurs. Le problème, c'est que cette flexibilité, elle se paye par des niveaux d'investissement extrêmement élevés. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est en train de parler d'1 milliard d'euros pour produire 100 000 tonnes. Donc vous imaginez bien que quand vous amortissez ce milliard d'euros sur les tonnes que vous avez produites, ben ça va plomber quand même le surcoût. Alors bien sûr, il y a toujours des progrès, on va arriver à réduire tous ces coûts-là, mais il y a quand même une certaine hiérarchie qui perdurera. Et après, encore une fois, ça sera la disponibilité des matières premières de façon avantageuse qui dictera pourquoi dans tel pays on ira plutôt vers une hydrogénation de corps gras ou pourquoi dans d'autres pays on ira plutôt vers une gazification synthèse. Et ça ne sera pas uniquement la notion de surcoût, aussi désagréable puisse-t-elle être quand on passe de 2 à 5 en termes de facteurs de surcoût, mais aussi par la disponibilité des matières premières et en fait la capacité à les collecter et à les transformer de façon intelligente. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour, je m'appelle David Cook, je suis président de Royal Aeronautical Society, branche de Paris. Permettez-moi de partager avec vous une observation. Je m'étonne à quel point on est étonné par l'arrivée sur scène de ces groupements comme Airshame et tout ça. Il y a 25 ans, moi j'étais représentant d'une petite société qui s'appelle Snecma et j'avais comme mission de vendre des moteurs dans la région Europe du Nord. Les questions d'environnement étant un souci très important pour nos clients, j'ai beaucoup assisté à des conférences sur l'environnement. Et il y avait même, il y a 25 ans, les gens qui étaient tout à fait disposés, qu'en retour, de voyager dans les charrettes au bœuf, plutôt de voyager dans les avions. Donc si on arrive aujourd'hui dans une situation, quand on se trouve dans une conférence comme ça, de se taper dans le dos de ce qu'on a fait, mais pleurer le fait qu'on est mal aimé, c'est plutôt le fait que nous avons mal communiqué tout ce qu'on a fait. Et si on n'arrive pas à faire un projet de communication vers monsieur tout le monde pour expliquer ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est capable de faire, on va trouver nos projections de croissance sévèrement bridées par le lobby verte. Merci. I think that's an excellent point. What I'd say is that to everyone in this room is, yes, your representative associations are here in order to do just exactly that. But it's also incumbent on everybody in this room and everybody attending this conference to go back to your organizations next week to make sure that everybody that you work with knows exactly what aviation is doing
to address its environmental impact, to talk to your entourage, to talk to your family, your friends, explain that you are proud to work in an industry which is focused on innovation, is focused on improving environmental performance. Because if we all just sit back and expect somebody else to do this wonderful communications, then we're going to find ourselves in the same situation a few years down the line. But the other point to bear in mind, and I guess it's been touched upon in this panel, it's not just about communicating. We're not going to communicate our way out of climate change. Flying is not the issue, though. CO2 is the issue. CO2 is the enemy, if you like. And what we all need to do, I think, is to explain and commit to working within our respective organizations to actually drive genuine CO2 reductions, whether that's through alternative fuels, whether that's through new aircraft technology, whether that's through negotiating with governments on the international agreements. So I completely echo the comments made, but I think it's something that we all need to think about from our own, within our own organizations, within our own day-to-day jobs, as to how we can personally contribute to this collective movement that we all need to take part in. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur. Bonjour, David Portal, groupe Safran. Je voudrais savoir si ce mouvement de baisse de la demande de transport aérien lié à la volonté de réduire ses émissions de gaz carbonique est susceptible d'arriver également dans les régions, en particulier d'Asie, dont on attend la plus grande croissance du transport aérien au cours des 20 prochaines années. Perhaps I can jump in on that one. Firstly, I think we have to be clear. We're talking about, for the time being, an anti-aviation sentiment, a flying shame movement that has, in some very key markets, but limited markets, seen a drop in traffic. But what we haven't yet done is establish whether that drop in traffic is directly related to this anti-aviation activism. So let's not get ahead of ourselves. We have to be very careful when joining the dots, that we're not linking two separate issues. But nonetheless, I think it's clear that in certain countries in Europe, we are seeing a rise in this anti-aviation activism. The short answer is no, we're not seeing it in other regions of the world. In Asia Pacific, as you say, the traffic is projected to increase at a rate above other regions, and we're not yet seeing the anti-aviation activism, but I'm not naive enough to think it's not going to come. I do not think this will be limited to Europe. Now, when that's going to come in other parts of the world, I wouldn't predict, but I'm certain it will happen, unless we can get ahead of the game along the lines that we've been discussing to try and push back against that. The big difference we see today with perhaps 25 years ago is the influence of social media, because as we all know, social media doesn't know national boundaries and isn't restricted to cultural, individual cultures. So we have to recognize that the prospects of this accelerating in some of these other markets is there, but we can do something about it. J'ai une question pour vous, Michael. Est-ce que le système Corsia, je crois que vous évaluez la facture pour les compagnies aériennes à 40 milliards entre 2020 et 2035, est-ce qu'avec ce système, les compagnies ne vont pas être focalisées sur la compensation uniquement? Et est-ce que du coup, ce paiement de la compensation ne va pas les détourner de la volonté d'incorporer, puisqu'on a parlé de ce sujet tout à l'heure, d'utiliser du biocarburant qui recrée aussi un surcoût? Donc, est-ce que le système Corsia ne peut pas retarder en fait l'utilisation du biocarburant? I'd say actually the contrary, and bear in mind, Corsia was conceived as part of a holistic strategy based along operational improvements, infrastructure improvements, investment in new technology. The market-based measure, Corsia, is the final piece in the jigsaw puzzle, so it's not looked at in isolation by the industry. On the contrary, I think it can accelerate the move towards alternative energy sources, because the less need you have for offsetting, that's one cost that you can take off the airline's overall operating cost base. So there is a built-in incentive within this whole system to keep Corsia to the minimum length of time possible.
And Corsia was always conceived by the industry as a short-term solution. So we're not wedded to offsetting as the long-term solution to reaching the 2050 objective. Within the aviation industry strategy, Corsia was always conceived of as being a short-term solution from 2020 out to 2035. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Non. Je vais en poser une dernière alors à Stéphane Cueil, juste pour préparer le débat qui va suivre tout à l'heure sur les VTOL. Donc c'est vous, c'est un sujet d'actualité pour vous également. Ça peut être la première brique qui peut lancer cette course à la propulsion électrique. Quel est ce marché? Est-ce que vous l'avez évalué à la fois en valeur et en volume? Alors, la réponse est oui, nous sommes très actifs sur l'exploration de ces nouveaux marchés de petits aéronefs. On ne va pas parler d'avions puisque ce ne sont ni des avions ni des hélicoptères classiques. Faire des chiffres, vous pouvez avoir des ordres de grandeur entre les plus optimistes et les pessimistes, mais disons qu'on a exploré le marché autour de 3 types d'usages. Un usage qui va arriver à très court terme, qui est de la logistique, avec une charge utile de l'ordre de 200-300 km, vont vraiment pas de passagers à bord, donc des drones. Ça va rentrer en service dès l'année prochaine. De manière autonome ou... Pas autonome au début, drone. Ensuite, on a la mobilité périurbaine, urbaine. Donc là, c'est un marché qui attire beaucoup de convoitises, qui a des barrières supplémentaires, mais en termes de sécurité, d'acceptabilité environnementale, d'économie. Mais il y a une demande. Et puis après, on a ce qu'on appelle plutôt les navettes, les commuters. Ce sont des distances un peu plus longues, entre centres urbains, point à point. On est sur des avions, mais qui seront hybrides. Voilà, c'est les 3 segments. Donc il y a un potentiel important sur ces 3 segments. Mais on peut aller de quelques milliards par an à, pour les plus fous, une centaine de milliards. Si on imagine qu'on a des taxis volants partout, je pense que la réalité sera probablement entre les deux. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons... Ah, si, madame. Oui, vous avez abordé la question de l'hydrogène. J'aurais vraiment aimé savoir où est-ce qu'on est. Et je reviens sur la question de la dame par rapport aux émissions de particules fines qui sont vraiment nocives pour la santé. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des technologies qu'on voit dans d'autres industries, par exemple comme l'industrie automobile, de recarburation, de filtres, etc. À cette question, à cette deuxième question, la réponse est non, parce qu'on n'est vraiment pas sur les mêmes technologies de combustion, ni même les mêmes volumes d'air qu'on brasse. Donc non, là, on va travailler sur l'amélioration de la combustion. On pense que d'ailleurs les biocarburants, dans certains cas, vont nous aider sur les particules. Il y a des recherches actuellement pour le confirmer, mais normalement, ça devrait aller dans le bon sens. À long terme, passer évidemment à des gaz tels que l'hydrogène, si c'était faisable. Aujourd'hui, il faut être très humble, on est au début de l'histoire. Irait dans le bon sens aussi, mais on a du potentiel d'amélioration sur la combustion elle-même, sur les technologies de combustion propres à l'aviation. De la même manière sur les oxydes d'azote qui vous concernent. Très bien, écoutez, nous pouvons applaudir notre panel. Merci à vous, messieurs.